Merci beaucoup. La dernière présentation est celle de Julien De Wolf à propos des thoracoplasties. Il est accompagné de son mentor qui est Alain Wurtz, que beaucoup connaissent. Alors, il est lillois, Alain Wurtz, mais on sait très bien qu'il est alsacien de cœur et d'origine. On a eu l'occasion d'en discuter à de nombreuses reprises. Le commentateur sera Paul Philippe. Et vous vous présentez. Cher maître, cher président, merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter ce travail effectivement réalisé avec le professeur Wurtz. Bon, maintenant je suis plus à Lille, je suis à l'hôpital Foch, mais je travaille toujours en étroite collaboration avec le professeur Wurtz. Et donc nous avons mené cette étude sur la chirurgie du pectus excavatum en comparant les risques cardiovasculaires de cette chirurgie entre les différentes voies d'abord ouvertes ou minimalement invasives. Le pectus excavatum est la déformation la plus fréquente de la paroi thoracique antérieure avec une incidence de 1 pour 1000 et une nette prédominance masculine, un ratio de 5 hommes pour une femme. Même si la physiopathogenèse exacte de cette déformation n'est pas connue, on sait que la croissance excessive et la distorsion des cartilages chondrocostaux jouent un rôle clé dans la survenue de cette déformation. Cette dernière a un préjudice esthétique, retentit sur la qualité de vie et a effectivement un retentissement cardio-circulatoire à l'effort. Après chirurgie de correction de cette déformation, des événements indésirables graves ont été rapportés. Et on sait que les événements indésirables graves mettant en jeu le pronostic vital sont ceux qui atteignent le système cardiovasculaire. Évidemment, ces complications surviennent de par la modification des rapports anatomiques par cette déformation. Et nous pensons que la mortalité liée à la mise en jeu du pronostic vital par ces complications est inacceptable chez des sujets jeunes dont la plupart du temps la chirurgie est réalisée à but cosmétique. Deux grandes techniques ont donc été décrites pour modifier cette déformation. Les techniques dites ouvertes, dans lesquelles il y a la sternal turnover abandonnée aujourd'hui, qui consistait à exciser le plastron sternal à partir du 2e au 3e espace intercostal et le remettre en position une fois retourné. Les autres techniques, le Willital-Eggman et les différentes techniques de Ravitch modifiées, consistent à une exérèse des cartilages chondrocostaux anormaux de la 3e à la 7e paire, en préservant les étuis de périchondre qui seront ensuite refermés pour permettre une réossification dirigée. On réalise également, comme montré sur la slide en bas à droite, une ostéotomie, en bas à gauche, pardon, une ostéotomie sternale transversale cunéiforme haute qui permet de rehausser le sternum. Sternum qui est ensuite maintenu en position anatomique à l'aide d'une barre de support qui est essentiellement extrathoracique et comme vous pouvez le voir sur la radio, qui prend appui de manière latérale sur les côtes en extrathoracique. La barre est ensuite retirée sous anesthésie locale simple 6 mois après la correction. La technique minimalement invasive et décrite initialement par Nuss consiste à corriger la déformation par compression interne du plastron chondrosternal à l'aide d'une barre préformée. Un guide rétrosternal est inséré par thoracoscopie qui peut être uni ou bilatéral et permet de mettre en place une ou plusieurs barres en intrathoracique. Le retrait de la barre a lieu suite à une nouvelle intervention 2 à 3 ans après la correction. L'objectif de notre étude était d'effectuer une revue la plus exhaustive possible de la littérature en analysant les complications cardiovasculaires qui pouvaient survenir après chirurgie du pectus excavatum et ce en fonction de l'approche ouverte ou minimalement invasive. Pour cela, nous avons inclus tous les rapports d'un événement indésirable affectant le cœur et ou les gros vaisseaux survenant lors de la prise en charge chirurgicale du pectus ou à distance de celle-ci. On y a inclus également les constrictions péricardiques et les tamponnades retardées qui sont souvent en relation avec des événements indésirables cardiovasculaires. Nous avions exclu de cette étude les plaies et contusions péricardiques péropératoires car impossibles à relever, les épanchements péricardiques précoces traités médicalement ou par simple drainage, les lésions des vaisseaux périphériques comme les artères thoraciques internes et les troubles du rythme cardiaque également difficiles à repérer. Au final, nous avons évalué 528 articles et sélectionné 64 qui correspondaient à nos critères. Je vais donc maintenant vous présenter notre casuistique après chirurgie ouverte. Nous avons relevé 12 complications sans décès, 11 après Ravitch et 1 sternal turnover. A noter qu'un décès péropératoire a été rapporté par Saxena et al. En 2007 chez un patient en dehors de toute lésion cardiovasculaire. Un arrêt cardiaque non récupéré est survenu chez ce patient porteur d'une anomalie cardiaque.
2 perforations cardiaques sans décès ont été également repérées dans la littérature, survenant dans 2 situations bien particulières. Une survenant chez un patient qui avait eu une chirurgie cardiaque néonatale pour un syndrome d'Ehlers dans l'os, puis qui avait une tentative de Ravitch qui avait conduit à une perforation cardiaque nécessitant une réparation sur circulation extracorporelle sans correction de cette déformation dans un premier temps, puis qui avait eu à distance, à l'âge de 16 ans, une cure définitive sous circulation extracorporelle de principe avec un très bon résultat. Également, une erreur technique a été décrite puisque la migration précoce survenue à J5 après la correction a été décrite par Pierre Koba avec une broche de Kirchner qui a migré et a été remise à l'aveugle sous anesthésie locale à J5 entraînant une perforation du ventriculaire. Des migrations de barres ont également été décrites et 6 migrations intracardiaques ont été relevées dans la littérature, ne conduisant en aucun cas à des décès. 2 migrations sont survenues très précocement et dans chaque cas, il s'agissait là d'utilisation de barres trop courtes rapportées par les auteurs. Une survenant à 1 mois et à l'origine d'une fistule aorto-ventriculaire droite. Une seconde est survenue à plus de 6 mois et a eu 3 mois d'évolution avant d'être diagnostiquée. Également, 4 patients, et ça c'est important à dire, ont été totalement perdus de vue avec un défaut de suivi et la migration de barres a entraîné un retour à l'hôpital de ces patients, barres qui étaient souvent fracturées et qui ont été diagnostiquées entre 2 et 37 ans après la chirurgie de réparation du pectus. Au final, les 6 réparations de ces lésions cardiaques ont été réalisées par sternotomie et ont nécessité une circulation extracorporelle, dont 2 sous hypothermie profonde, ne menant en aucun cas à une séquelle. L'utilisation de fils d'acier dans certaines techniques a également été décrite, et nous avons également retrouvé des migrations intrapéricardiques de fils d'acier fracturés, ne menant en aucun cas à des décès. 3 lacérations myocardiques superficielles ont été révélées par des hémopéricardes avec des pré-tamponades ou des tamponades, nécessitant dans un premier temps un drainage en urgence, puis dans un deuxième temps une chirurgie afin de retirer ce fil cassé et qui avait entraîné une petite lacération superficielle du myocarde. Et un cas exceptionnel de lacération aortique survenue à plus de 28 ans après sternal turnover a également été retrouvé, avec une réparation impossible directe de l'aorte ayant nécessité une résection et un remplacement de l'aorte ascendante complète. Passons maintenant aux complications après chirurgie mini-invasive. Et dans notre casuistique, nous avons relevé 51 complications cardiovasculaires menant à 10 décès et à 2 cas de séquelles cérébrales graves irréversibles. Pour ce qui est des lésions cardiaques péropératoires, nous avons relevé 24 cas de perforation cardiaque ou autres lésions myocardiques menant dans 3 cas à un décès. Et dans un cas à une séquelle neurologique définitive à type d'hémiplégie droite. 7 de ces 24 cas manquent totalement de données et n'ont pas de renseignements quant à la prise en charge et le suivi. Sur les 17 cas restants, dans 5 de ces 17 cas, la réparation du pectus n'a pas pu avoir lieu. Dans l'entièreté des cas, ces lésions ont lieu au passage du guide ou de la barre en rétrosternale. Il est intéressant de noter que dans ces 24 cas, on retrouve 8 cas réalisés avec un antécédent de chirurgie cardiaque pour des problèmes valvulaires ou de syndrome de Marfan. Et dans 4 cas, c'était des récidives de pectus excavatum, dans 3 cas avec des échecs de nus préalables et dans un cas un échec de Ravitch. Nous avons également retrouvé dans la littérature non médicale, mais publiée dans le journal le Daily Mail, une migration transmyocardique de barre qui a été découverte par le patient lui-même, voyant découvrir un matin un souffle intense que lui-même entendait. En urgence, il a donc eu une chirurgie un peu lourde qui a duré plus de 16 heures afin de réparer les différentes lésions myocardiques et valvulaires induites par cette migration de barre. Suite à cette chirurgie intense de réparation, il y a, comme vous pouvez le voir sur la photo, eu une récidive immédiate de sa déformation de la paroi antérieure. Le patient est heureusement vivant, mais avec un échec de cette réparation de la déformation. Parlons maintenant des déchirures cardiaques qui peuvent survenir au moment du retrait de cette barre de nus. Nous en avons relevé 3 survenant à 6 mois, 1 an et 3 ans, et menant, et cela c'est important à dire, dans un cas à un décès lié à une déchirure franche du ventricule gauche qui n'a pas pu être contrôlée et réparée.
Dans les 3 cas où nous avons relevé des lésions cardiaques à l'ablation de la barre de Nuss, il y avait eu une histoire d'épanchement péricardiaque en post-opératoire immédiat, qui sont, on le sait, des facteurs de symphyse entre la barre, le péricarde pariétal et l'épicarde. Nous avons également relevé des lésions ou occlusions de veine cave, qu'elles soient supérieures ou inférieures. Dans un cas, nous avons trouvé une plaie de veine cave supérieure qui manque totalement de données quant à la prise en charge et à la suite de ce patient. Une plaie péro-opératoire de veine cave inférieure nécessitant une prise en charge par sternotomie. Et dans 3 cas, au moment de du retournement de la barre de Nuss, une interruption aiguë de la veine cave inférieure a conduit à une instabilité hémodynamique immédiate qui n'a pas toujours été comprise immédiatement et qui a mené dans 2 cas à une laparotomie en urgence afin de comprendre une ascite et une insuffisance hépatique majeure brutale. Dans ces 3 cas, l'ablation de la barre en urgence a dû être réalisée et n'a pas permis la réparation de la déformation de la paroi antérieure. Également, des lésions de l'aorte ascendante ont pu être révélées, avec une lésion de la paroi aortique avec une tamponnade à 1 an, nécessitant une réparation par sternotomie et ablation de la barre, un faux anévrisme de l'aorte ascendante lié à une migration de la barre à 3 ans, avec un remplacement de la crosse sous CEC et une hyperthermie profonde, et malheureusement un décès suite à une lacération majeure, comme vous pouvez le voir sur la photo, de l'aorte ascendante à l'ablation de la barre ayant conduit au décès du patient. Également, des compressions de la voie droite ont pu être relevées dans notre casuistique, avec 3 cas de compression d'artères pulmonaires, notamment par déplacement vers la droite de la barre, ayant entraîné une dyspnée qui a pu être levée suite à l'ablation de la barre. Malheureusement, au retrait d'une barre, un patient a présenté une insuffisance tricuspidienne séquelaire. Également, un cas tardif diagnostiqué sur des syncopes. Longtemps après même ablation de la barre, le patient a présenté donc, des syncopes à l'effort. Et suite à l'IRM, on a mis en évidence une fibrose entraînant une compression de la voie d'éjection du ventricule droit. Petite fibrose qui a pu être levée suite à une thoracoscopie, et tout cela était survenu à plus de 12 ans après la chirurgie de Nuss. Pour ce qui est des complications de tamponnade et de péricardite, un cas de pleuropéricardite purulente précoce survenant à 17 jours après la chirurgie de réparation a nécessité un retrait de la barre et une décortication et péricardectomie. Une péricardite constrictive a été diagnostiquée au cours du suivi et a été prise en charge par la péricardectomie au moment du retrait de la barre de Nuss. Et nous avons relevé 2 tamponnades péricardiques et également retardées survenant à plus de 2 ans, nécessitant un drainage simple. Pour ce qui est des arrêts cardiaques isolés, tout comme on a pu en décrire un après technique ouverte, après technique minimalement invasive, nous avons retrouvé 3 arrêts cardiaques péropératoires qui étaient isolés, 2 qui survenaient à la mise en place de la barre et une à son ablation. Pas de décès, mais un patient garde un déficit neurologique important. Pour ce qui est effectivement de ce que vous dites de l'impossibilité de réaliser un massage cardiaque, nous avons relevé dans la littérature 5 cas d'arrêt cardiaque à domicile, dont 3 ont été bien documentés et où il a été mis en évidence que les manœuvres de réanimation étaient totalement impossibles avec cette barre en place. 2 de ces cas sont indocumentés et dans 5 cas, ces arrêts cardiaques ont mené à 5 décès. Au total, notre étude montre certaines limites puisqu'il s'agit souvent de rapports de cas avec des patients qui sont rapidement perdus de vue et donc une perte de données qui n'est pas négligeable. Un suivi qui est difficile à long terme chez des patients qui sont difficilement suivables puisque une fois guéris peuvent être vite perdus dans la nature. Et la limite la plus importante de cette étude, c'est que nous ne savons pas quel est le nombre de procédures réalisées, et ce, en fonction de la technique. Par contre, le point fort, c'est qu'à notre connaissance, il s'agit de la revue de la littérature qui est, à toute évidence, la plus exhaustive. Au final, après cette étude avec le professeur Wurtz, nous concluons qu'après Nuss, les complications cardiovasculaires sont significativement plus nombreuses et plus sévères, menant dans de nombreux cas jusqu'au décès du patient, et ce, de manière plus importante qu'après chirurgie ouverte. Ce que nous en concluons également, c'est qu'avec le traitement orthopédique Kehl Vacuum Bell, la chirurgie ouverte sous la forme d'un Ravitch notamment simplifié est pour nous et reste la référence du traitement du pectus excavatum. Et je vous remercie. Je vous remercie de cette sonnette d'alarme
L'apparition de la cure mini-invasive du Pectus excavatum a ouvert les barrières de l'écluse et fait arriver un nombre très grand de patients dans les consultations du chirurgien. Et de multiples équipes se sont précipitées dans la correction de ces déformations du thorax, au point qu'on a pu se demander si dans certaines régions de pays limitrophes, l'entièreté de la population n'était pas atteinte d'un pectus. Le nombre de cas que certaines équipes ont pu rapporter dans une période très brève. Et ce que vous faites ici, c'est nous rappeler qu'il s'agit d'une vraie opération dans le médiastin avec des risques non négligeables. Ça nous fait nous poser la question de l'indication. Est-ce que c'est purement esthétique ou, comme la littérature récente, c'est encore un peu un paradoxe, semble nous le montrer. Pourquoi dis-je un paradoxe? Parce que ce que la littérature dit, c'est que grâce à l'afflux de patients cherchant cette correction mini-invasive, on a enfin pu faire des études physiologiques qui, dans à peu près la moitié des études réalisées, montrent qu'il y a peut-être un petit retentissement des pectus les plus sévères sur la fonction cardiaque ou sur la fonction respiratoire. Alors clairement, pour une chirurgie esthétique, il faut connaître ces risques. Lorsque l'on est dans une chirurgie fonctionnelle, certains disent que chez l'adulte, on va se développer des symptômes plus graves au-delà de 40-50 ans. Si on est dans une chirurgie fonctionnelle, ces risques sont à mettre en perspective. Alors il y a eu au mois de juillet dans l'édition électronique du Journal of Pediatric Surgery, Ebra, qui est un des collaborateurs de NUS, fait une revue un peu similaire et il a fait une revue parmi les membres d'un groupe qui s'appelle le Chest Wall, le groupe des chirurgiens qui reconstruit. Et alors ce qui est très amusant, c'est qu'il a trouvé dans la littérature 12 cas publiés et par cette revue identifié 15 cas non publiés de lésions myocardiques. Dans les deux cas, on est à peu près à un tiers de décès. Ça veut dire quoi? Beaucoup ne sont pas publiés. Bon, ils ont aussi énuméré toute une série, et François Beckmer a lui aussi publié dans JLAST de 4 ans, des petites manœuvres destinées à diminuer, pas supprimer le risque qui valent la peine. Par contre, l'intervention de Ravitch et ses formes n'est pas non plus sans autres complications que cardiovasculaires. Je pense par exemple, parce que j'en ai connu un, au cas de chondrodystrophie asphyxiante, où la belle résection des cartilages costaux stérilise la croissance du thorax. On l'a recommandé souvent chez les enfants jeunes et entraîne des invalidités respiratoires graves avec la croissance. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de discussions à avoir sur quelle est l'importance du risque que l'on peut accepter. Est-ce que toutes les indications sont bonnes? Je crois que vous n'avez pas du tout abordé le bénéfice de la chirurgie ouverte dans des thorax asymétriques, dans des thorax en aile de papillon. Mais faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain en renonçant définitivement à l'intervention de NUS ou adopter les stratégies qui permettent peut-être de diminuer le risque? Je vous remercie. Probablement une intervention d'Alain Wurtz. Vous souhaitez que je mette la... Après, je te demanderai. Oui, bon, pour ce qui concerne la chirurgie ouverte, bon, il y a deux leçons à retenir. Il faut utiliser des barres de soutien suffisamment larges pour éviter qu'elles ne glissent dans le médiastin. Donc en pratique, il faut qu'elle affleure le tissu sous-cutané des deux côtés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point technique, il faut éviter à tout prix l'utilisation d'un fil d'acier. Certains l'utilisent pour maintenir la sternotomie transversale cunéiforme, c'est inutile. Ou si on veut mettre un fil, il faut mettre un fil résorbable. Alors pour ce qui concerne, je voudrais intervenir à propos de l'article de Ebra qui est en cours de publication dans le Journal of Pediatric Surgery.
parce que les cas qu'ils ont rapportés après étude de la littérature, eh bien, c'est une étude qui est tout à fait insuffisante, puisqu'il manque pratiquement 72% des événements indésirables observés après intervention de NUS. Alors, sur la colonne de gauche, vous voyez les chiffres des cas rapportés dans cet article des bras, et sur la colonne de droite, eh bien, le nombre de cas de notre étude personnelle qui a servi pour cette présentation. Et vous voyez que EBRA dit que le NUS c'est pas dangereux en définitive parce qu'il y a 1 pour 1000 cas sévères. En fait, on arrive à 4 ou 5 pour 1000 de catastrophes. Et vous voyez que pour les plaies cardiaques, eh bien, nous on arrive rien que dans les littératures à 27 cas versus 12 retrouvés pour EBRA. Pour ce qui est des lésions viscérales, on arrive à 13 versus 2. Pour les hémothorax, alors là, il est passé complètement au bleu, c'est-à-dire que les hémothorax menaçant la vie, survenant au décours ou à distance de l'intervention, c'est 17 cas versus 0. Et puis, finalement, on arrive à un total général de 127 cas d'événements indésirables graves avec 20 décès en définitive. Et puis, dans cet article, il ne parle pas d'arrêt cardiaque. Alors c'est quand même assez invraisemblable. C'est quand même un événement indésirable vraiment important. Olivier Renberg, Lausanne. Je vous félicite pour cette présentation. Je crois que elle était excellente, très bien documentée, très exhaustive. Et je ne dirais pas qu'elle m'a fait plaisir, ce serait méchant, mais je dois dire qu'elle était plus qu'utile. J'ai toujours été très très réticent à l'engouement systématique de la technique de Nuss. Et j'ai jamais cru qu'on pouvait faire des Nuss à tous les enfants, en particulier, comme tu l'as dit, dans les formes asymétriques ou dans certaines formes comme ça. Je pense que les indications des Nuss sont très limitées. Par contre, il y a une autre chose qui m'a toujours préoccupé, et ce sera ma question, c'est que quand j'ai vu Donald Nuss commencer à faire ses présentations, et quand j'ai vu ceux qui l'ont suivi vivre cet engouement pour le Nuss, j'ai vu des séries avec des enfants à partir de 5 ans opérés pour des corrections de déformations thoraciques, ce que je trouvais choquant. J'ai appris de mon patron, j'ai appris de Pierre-Paul Collin à Montréal, comme vous l'avez dit il y a un instant, que les corrections thoraciques, il vaut mieux les envisager quand la cage thoracique est conformée, pas quand elle est cartilagineuse, et quand l'enfant a commencé à la stabiliser un peu, c'est-à-dire en période péripubertaire. Alors ma question est la suivante. Est-ce que dans l'analyse que vous avez faite de ces papiers, vous arrivez à dire que ce risque augmenté dans le Nuss concerne aussi bien des petits-enfants, à mon avis, opérés à tort, ou aussi bien des petits-enfants que des adolescents? Il n'y a pas une distribution particulière liée à l'âge. Je vais peut-être répondre à cette question parce que j'ai un papier très précis qui vient de sortir à cet égard, qui était un papier d'une équipe de Corée du Sud. Et il démontre que le risque de complications avant 10 ans est 3 fois moindre qu'après 10 ans. Pour le Nuss. Mais à contrario, quand on opère trop jeune le Nuss, il y a un risque de récidive qui n'est pas négligeable. J'en profite pour répondre au problème du ravage chez l'enfant. Bon, je crois que plus personne n'en fait depuis fort longtemps. Donc ça, c'est des complications que je qualifierais d'historiques. Oui, je voudrais féliciter l'orateur pour le travail important qu'il a dû faire et lui poser une question simple. Est-ce que dans votre série, vous avez inclus les communications présentées à l'Académie de chirurgie il y a 3 ou 4 ans? On a utilisé le matériel qu'on avait utilisé pour cette communication et on a rajouté les nouveaux cas à partir de 2014-2017.
Donc à l'époque, on avait colligé avec le papier qui était publié par mes soins dans les zones mémoire, on avait, si ma mémoire est bonne, 58 cas d'événements indésirables graves. Bon, là, on fait que les événements indésirables cardiovasculaires, mais c'était 58. Donc on est passé à 127. Très bien. D'autres questions? Alors, si ce n'est pas le cas, on va conclure. On remercie beaucoup les orateurs pour leur manière de présenter. C'était très vivant, c'était très précis du point de vue du temps. Merci pour l'auditoire qui a été particulièrement réactif et disponible pour les questions et les réflexions. Et je pense que on sera très heureux de revenir ici une prochaine fois si vous continuez de nous inviter pour vous présenter nos réflexions en chirurgie pédiatrique. Merci François.